Bonjour à tous, on va finir le chapitre de l'épaule par les articulations. En allée, les trois articulations de l'épaule sont l'articulation sternoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire et l'articulation gléno-humérale. Et c'est les plus compliqués, on mettait l'an dernier. Donc, on va commencer avec deux premiers. Les articulations sternoclaviculaires, donc entre le sternum et la clavicule, et les articulations et l'articulation acromioclaviculaire, donc entre l'acromion et la clavicule. Lie les deux os de la ceinture scapulaire entre eux et au tronc. OK? Les mouvements combinés au niveau de ces deux articulations permettent à la scapula de se mobiliser avec une grande facilité contre la paroi thoracique. Bon, pour nous helper bien, je vous conseille d'aller voir les, les articulations. Je vous conseille d'aller voir articulation, pas articulation, non, anatomie 3D et les mouvements de la scapula. OK? Et de ça, nous allons comprendre ça mieux. Donc, cette possibilité de mouvement augmente de façon substantielle la mobilité du membre supérieur. L'articulation cléno-humérale est l'articulation entre l'humérus et la scapula. Donc, on commence maintenant avec l'articulation sternoclaviculaire. L'articulation sternoclaviculaire, et pour me dit, en gros, pour un petit résumé, au niveau de l'épaule, nous avons deux sortes de mouvements. Nous avons les mouvements de la clavicule et qui vont faire bouger le moignon de l'épaule. OK? Donc, les deux premières articulations qu'on a vues, articulation sternoclaviculaire et articulation sternoclaviculaire et articulation acromioclaviculaire, c'est qui va le plus jouer là-dedans, c'est le moignon de l'épaule qui va bouger. Tandis que nous avons une autre articulation qui va faire bouger le bras. OK? Et ça, c'est la gléno-humérale. OK? Mais c'est très bien décrit si vous allez dans l'anatomie 3D. Allez, qu'on a pour tout bon pour l'articulation sternoclaviculaire. Elle est située entre la partie proximale de la clavicule et l'incisure claviculaire du manubrium sternal, avec une toute petite participation du premier cartilage costal, comme on le voit sur le schéma. OK? Donc, nous avons le sternum ici, nous avons la clavicule ici. On a coupé l'articulation qui nous permet de voir à l'intérieur de l'articulation. Et on voit qu'il y a bien un disque articulaire ici en bleu pâle avec les deux surfaces encroûtées de cartilage. Et nous avons une toute petite participation ici avec le cartilage de la première côte. OK? C'est une articulation synoviale, ça veut dire que les extrémités, comme on le voit sur sur le schéma, sont recouvertes de cartilage et le tout est enveloppé dans un manchon fibreux qu'on appelle la capsule articulaire. Donc, c'est une articulation synoviale, OK, en forme de sel. La cavité articulaire est séparée en deux compartiments par un disque articulaire. L'articulation sternoclaviculaire permet des mouvements de la clavicule, principalement dans les plans antéro, postérieur et vertical. De petits mouvements de rotation, bon, sont aussi possibles. L'articulation sternoclaviculaire est entourée d'une capsule qui est renforcée par quatre ligaments. Le ligament sternoclaviculaire antérieur et postérieur, qui sont localisés respectivement en avant et en arrière de l'articulation. Bon, comme nous avons une vue antérieure, on va voir que le ligament sternoclaviculaire antérieur, puisque est en vue antérieure. Ensuite, nous avons le ligament interclaviculaire qui relie les deux parties proximales de la clavicule entre elles et à la face supérieure du manubrium sternal. Donc, le ligament interclaviculaire. OK, le ligament interclaviculaire qui relie les deux extrémités et aussi avec la partie supérieure du manubrium sternal. Ensuite, en dernier, nous avons le ligament costoclaviculaire situé latéralement uni la partie proximale de la clavicule à la première côte et à son cartilage costal. Donc, on va le voir sur la face inférieure de la clavicule. Et nous avons ici le ligament costoclaviculaire. Donc, c'est l'articulation entre la clavicule et le sternum claviculo-sternal.
OK? On continue maintenant avec de l'autre côté l'articulation acromio-claviculaire. L'articulation acromio-claviculaire est une petite articulation synoviale entre les faces, une facette ovale du bord médial de l'acromio avec une facette similaire à la partie acromiale de la clavicule. Cette articulation permet les mouvements dans les plans verticaux et antéro-postérieurs et quelques petits mouvements de rotation. On dit comme l'autre articulation, la claviculo-sternale. L'articulation acromio-claviculaire est entourée par une capsule articulaire et renforcée, donc c'est une articulation synoviale, par un petit ligament acromio-claviculaire supérieur sur la face dorsale de l'articulation étendue de la clavicule à l'acromio, et un ligament coracoclaviculaire plus grand qui n'est pas directement en relation avec l'articulation, mais qui est un solide ligament accessoire. Il permet à la clavicule de supporter le poids du membre supérieur et de maintenir la position de la clavicule par rapport à l'acromion. Il est situé entre le processus coracoïde de la scapula et la face inférieure de la partie de l'acromion. Il comprend donc le ligament trapézoïde attaché à la ligne trapézoïdale à la ligne trapézoïde de la clavicule et le ligament conoïde postérieur qui est attaché au tubercule conoïde de la clavicule. Donc ici, nous avons bien cette articulation, OK, qui est maintenue en place grâce au ligament acromioclaviculaire qui va donc englober toute, toute l'articulation et à distance maintenue en place par le ligament coracoclaviculaire qui va comprendre deux parties, le ligament trapézoïde et le ligament conoïde. Le ligament trapézoïde qui va faire une ligne au niveau de la face inférieure de la clavicule, tandis que le ligament conoïde va plutôt créer le tubercule conoïde. Et maintenant, la grande articulation, celle qui va se trouver entre la tête humérale et la scapula au niveau de sa tête, nous avons l'articulation gléno-humérale, qui est une articulation synoviale, je rappelle synoviale, donc une surface articulaire de cartilage et une cavité articulaire, le tout entouré d'un mâchon fibreux. Donc, nous avons une articulation synoviale sphéroïde à la tête, entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula. C'est une articulation multi-axiale qui permet une grande liberté de mouvement. Il va avoir trois axes de mouvement. Il va avoir bien donc les mouvements abduction, adduction et rotation et abduction, il va avoir l'abduction, adduction, intégration, rétroversion et rotation. La stabilité de ces articulations multiaxiales permet une grande liberté de mouvement, malheureusement, au détriment de la stabilité, comme on le verra plus tard. L'articulation gléno-humérale est l'une des articulations qui peut se déboîter le plus facilement. La stabilité de cette articulation est assurée donc par les muscles de la cloche de rotateur, qu'on le verra en fin de chapitre. Le tendon du chef long du muscle biceps brachial, et les processus osseux justa-articulaires et les ligaments extra-articulaires. Tout ça va essayer de tenir la tête à sa place. Les mouvements autorisés, comme je l'ai dit déjà, sont la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation latérale et la rotation médiale. Les surfaces articulaires sont représentées par une grande sphère au niveau de la tête. C'est une cavité peu profonde et moins étendue par la face glénoïdale de la scapula. Ces deux articulations sont recouvertes de cartilage hyale. Les deux surfaces sont recouvertes de cartilage hyale. La cavité glénoïdale peu profonde se prolonge par une structure fibrocartilagineuse en collerette. Okay, donc c'est une petite, ça fait le tour du col, ce que ça fait, le collerette. Et ça, il va s'appeler le labrum glénoïdal qui s'insère à la partie périphérique de la cavité. La partie supérieure du labrum est en continuité avec le tendon du chef long, du biceps brachial, qui s'insère sur le tubercule supraglénoïdal et chemine ensuite dans la cavité articulaire à la partie supérieure de la tête humérale. Donc, on voit bien notre tendon long-biceps qui va venir s'insérer sur la surface supraglénoïdale. Il sera donc partie prenante avec le labrum glénoïdal.
OK, tandis que cette partie-là sera plutôt, va participer dans l'articulation. Alors, on va la retrouver dans l'articulation. La membrane synoviale est attachée au bord des surfaces articulaires et tapisse la face interne du manchon fibreux, le manchon fibreux capsulaire, qui est donc la capsule articulaire. Cette membrane est détendue ou relâchée dans la partie inférieure, de même que la capsule permettant l'abduction sans tension. La membrane synoviale va donc présenter des expansions à travers les orifices de la capsule articulaire pour former des bouches séreuses qui sont situées entre le tendon des muscles environnants et la capsule. La plus importante de ces bouches séreuses est la bouche séreuse du tendon du muscle subscapulaire, qui se situe entre la capsule et le muscle capsulaire. La membrane synoviale recouvre le tendon du chef long du muscle biceps brachial. Cette expansion synoviale se prolonge entre les deux tubercules de l'humérus dans le sillon intertuberculaire. Toutes ces structures synoviales réduisent la friction entre les tendons, la capsule et l'os adjacent. En plus des bourses synoviales qui traversent les orifices de la capsule, on trouve d'autres bourses qui ne sont pas en contact avec l'articulation directement, mais proches de celle-ci. Et parmi celles-ci, on va retrouver une bourse volumineuse entre l'acromion ou le muscle deltoïde et le muscle supraépineux, qui est la bourse sous-acromiale, une bourse entre l'acromion et l'acro, une bourse entre le processus thoracoïde et la capsule articulaire. Et des bourses en relation avec les tendons des muscles périarticulaires, tels que coracobrachial, grand rond, chef long du trapezial, grand dorsal. Ok. Donc, la membrane, ici, dans ce schéma qui nous montre la membrane synoviale envers qui va tapisser la face profonde de la capsule articulaire. Cette membrane synoviale va entourer le tendon long biceps et on va la retrouver dans le sillon intertuberculaire. Et elle va sortir par certains points de faiblesse pour former des bourses séreuses. Ici, nous avons la bourse synoviale subscapulaire. OK? Nous avons un grand schéma qui montre un petit peu mieux. Donc, on retrouve ici notre bourse synoviale subscapulaire qui est bien en relation avec la membrane synoviale de la capsule. Mais on va retrouver d'autres bourses qui vont protéger l'os, le muscle de l'os. Par exemple, ici, vous avez la fameuse bourse subacromiale qui est volumineuse et qui va être responsable de douleurs au niveau de l'épaule. Et ces douleurs-là, on les appellera biocytes. De même qu'ici, vous avez une bourse entre le supraépineux et l'os. Ces bourses-là permettent là, celle qui va remplacer être entre le subscapulaire et l'os, ces bourses-là empêchent qu'il y ait un contact direct entre l'os et le tendon et va donc protéger le tendon de l'érosion. OK? C'est ce qu'on appelle de l'érosion et ceci s'appelle une biocyte. On verra plus tard que, comme vous voyez, pas un rapport réellement entre la cavité articulaire et la bourse subacromiale. Mais lorsqu'il y aura une déchirure du supraépineux, cette déchirure va entraîner un passage entre la bourse subacromiale et la cavité articulaire. Ainsi, lorsqu'on va injecter dans cette os un produit de contraste, le produit de contraste va rentrer dans la capsule, va rentrer dans l'articulation et ainsi, on aura un signe indirect de la rupture du supraépineux. Donc, c'est la membrane synoviale. Maintenant, elle renforce la partie, comme on a dit, elle renforce, elle tapisse la face interne du manchon fibreux capsulaire. Maintenant, donc, il ne nous reste plus qu'à voir la capsule articulaire. Donc, la membrane fibreuse de la capsule articulaire s'attache médialement à la périphérie de la cavité clénoïdale, en dehors de l'insertion du labrum, recouvrant l'insertion du tendon du long biceps. OK? Latéralement, la capsule se fixe au niveau du col anatomique
de l'humérus. OK? Donc, on monte la capsule ici. OK? Elle s'insère au niveau du labrum. Là, au niveau du col anatomique, et ça va remonter ici. Et cette capsule va avoir ce qu'on appelle un petit mou, qu'on appelle le cul-de-sac capsulaire inférieur, qui est aussi tapissé par la membrane synoviale. À qui ça le servit? Ça, le bras est pendant. Donc ça, lorsque on va voir l'abduction, OK, ça pourra se faire sans avoir trop de tension, sans avoir de tension au niveau de la capsule articulaire, c'est pour permettre l'abduction du bras. Hmm. Donc, cette membrane fibreuse, elle est renforcée en avant de sa partie supérieure par les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs qui s'étendent du rebord supéromédial de la cavité glénoïdale au tubercule mineur et plus bas au col anatomique. Donc, ici, nous avons, et ça part donc du labrum, OK, antérieur, du labrum au tubercule mineur et du ladrum au col anatomique. Et ce sont les ligaments gléno-huméaux supérieurs, moyens et inférieurs. Entre le moyen et l'inférieur, vous avez un point de faiblesse qui n'a pas de ligament et on pense que c'est là que va passer la tête humérale lorsque nous avons une luxation antérieure de cette articulation. OK? Je vais décoter encore. Ouais. Donc, tout ça, ce sont les renforts capsulaires. Ensuite, en haut, entre la base du processus coracoïde et le tubercule majeur, on va retrouver le ligament coraco-huméral. OK? Donc, en haut, entre la base du processus et on va retrouver le ligament coraco-huméral. OK? Donc, entre la base du processus coracoïde et nous avons à l'extrémité supérieure de l'humérus, tandis que le dernier, bon, on peut montrer là, c'est entre les deux tubercules, qui est le ligament transverse huméral. OK? Donc, entre les tubercules majeurs et mineurs de l'humérus, par le ligament transverse huméral qui maintient le tendon du long biceps dans le sillon intertuberculaire. La stabilité de cette articulation donc, est assurée par les tendons des muscles environnants et l'arche squelettique formée par la partie supérieure de l'acromion, le ligament coracomédial et le processus coracoïde. OK, donc la stabilité de l'articulation est assurée par les tendons des muscles et l'arche squelettique formée par la partie supérieure de l'acromion. OK, le processus coracoïde et tous les deux sont reliés par le ligament coraco, voilà, coraco-acromial. Donc, qu'est-ce qui va maintenir la tête de l'humérus à sa place? Nous avons ici l'acromion, ici le processus coracoïde et le ligament coraco-acromial qui forment donc une voûte et qui va l'empêcher de tête la monter. Mais un deuxième bail qui va empêcher de tête la monter, c'est le tendon du long biceps. Et la capsule va être renforcée par les tendons du supra-épineux, de l'infraépineux, du petit rond, alors supraépineux au-dessus, infraépineux en arrière, petit rond en arrière aussi, tandis qu'en avant, par le tendon du suprascapulaire. Et tous ces muscles-là vont former les muscles de la. OK? Au moins côté qui va écrire. Donc, les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs, supraépineux, infraépineux, petit rond, scapulaire, subscapulaire, mais les fibres à celles de la capsule pour former un manchon musculo-tendineux qui recouvre les faces postérieures, supérieures et antérieures de l'articulation. Cette coiffe musculaire stabilise et maintient la tête humérale dans la cavité clénoïdale de la scapula sans compromettre la mobilité.
et l'amplitude des mouvements. Donc, il va trop serré. OK? Le tendon du chef long biceps passe au-dessus de la tête à travers la cavité articulaire de l'épaule et limite ainsi l'ascension de la tête. Donc, il fait partie de une structure qui va empêcher tête là monter trop haut. Wow. La vascularisation de la tête est réalisée en partie par les branches terminales des artères circonflexes antérieures et postérieures, ainsi que par les artères suprascapulaires. L'innervation de l'articulation clénomérale est assurée par les rameaux postérieurs du plexus brachial et par les nerfs suprascapulaires, axillaires et pectoraux latéraux. Okay? On verra, je ferai quelque chose de spécial pour la partie clinique de l'anatomie clinique de nos étudiants. OK? Et nous allons traverser maintenant aux muscles. Les muscles, pour finir avec l'épaule, les muscles. Les deux muscles les plus superficiels de l'épaule sont le trapèze et le deltoïde. Ensemble, ils donnent à l'épaule son contour caractéristique, ce qu'on appelle son galbe. C'est-à-dire l'arrondi, surtout pour le deltoïde. Le galbe de l'épaule, ça veut dire l'arrondi de l'épaule. Nous avons encore des arrondis au niveau des fesses, donc on va parler du galbe des fesses, et au niveau de la partie postérieure, ça veut dire le cocoyer de la jambe, le galbe de la jambe. Donc, nous avons le trapèze qui attache la scapula et la clavicule au tronc, et nous avons le deltoïde qui attache la scapula, la clavicule à l'humérus. Trapèze et deltoïde s'insèrent donc sur les faces et les bords opposés de l'épine de la scapula, de l'acromion et de la clavicule. La scapula, l'acromion et la clavicule peuvent être palpées entre les insertions du deltoïde et du trapèze. Au-dessous du trapèze, la scapula est fixée au tronc par trois muscles. Le muscle élévateur de la scapula, les grands et petits rhomboïdes. Ces trois muscles travaillent avec le trapèze et avec les muscles antérieurs pour positionner la scapula par rapport au tronc. Donc, je rappelle encore, vous devez aller dans l'anatomie 3D pour voir les mouvements propres de la scapula. Trapèze. Le muscle trapèze a des insertions multiples sur le squelette axial, incluant le crâne, le rachis, de C1 à T12. OK? Donc, de C1 à C7, le muscle s'insère sur les vertèbres par l'intermédiaire du ligament nucal. Le muscle s'insère sur le squelette de l'épaule selon une ligne continue en forme de U, à concavité interne, OK, orienté dans un plan horizontal avec le sommet du U en position latérale. L'ensemble, les muscles trapèzes droit et gauche, forment un losange au trapèze, d'où son nom. OK? Maintenant, le trapèze est un puissant élévateur de la scapula. Il a un rôle de rotation de la scapula favorisant l'abduction extrême. Okay? Mais le trapèze, c'est aussi le muscle qui vous permet de soulever les épaules pour tenir un seau d'eau. L'innervation du trapèze est assurée par les nerfs accessoires, nerfs crâniens 9 et non, 11, pardon, et les rameaux accessoires des nerfs cervicaux C3, C4. Ces nerfs-là passent verticalement à la face profonde du muscle. Le nerf accessoire peut être évalué en testant la fonction du trapèze. Le plus simple est de demander au patient de hausser les épaules contre résistance. Donc ici, on vous montre le trapèze avec ses insertions. Et on voit bien que le trapèze, il relie la scapula et la clavicule au tronc. Ça, on a vu, on a la vue de profil. Ici, on voit avec la vue de dos, toutes les insertions au niveau du ligament nucal, et puis les épines des vertèbres, il va remonter jusqu'à l'épine de la scapula en avant et une petite partie du deltoïde en arrière. En avant, pardon. L'épine de la scapula en arrière et une partie de la clavicule en avant. Ça, c'était pour le trapèze. Maintenant, celui qui va donner vraiment la forme de l'épaule qu'on va voir, c'est le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde est un grand muscle de forme triangulaire
Donc, on voit bien qu'il est triangulaire. Et dans la base, ici, dans la base s'insère sur la scapula et la clavicule, et dont la pointe se termine sur l'humérus. Il prend son origine sur la ligne en U ou encore en V, ça dépend des livres, étendue de la clavicule à l'épine de la scapula, ok? De la clavicule à la scapula. Il se termine sur la tubérosité deltoïdienne de l'humérus latéralement. La principale fonction du deltoïde est l'abduction du bras, à l'exception des 15 premiers degrés qui sont assurés par le muscle supraépineux. Le deltoïde, lui, il est innervé par le nerf axillaire en forme de qui est un rameau du faisceau postérieur du plexus brachial. Le nerf axillaire et les vaisseaux associés artères veines circonflexes humérales postérieures entrent dans le deltoïde en passant postérieurement autour du col chirurgical de l'humérus. Donc, on verra plus tard dans comment ça s'appelle l'orifice par lequel il passe en postérieur. Ensuite, l'élévateur de la scapula, à son origine sur les processus transverses des vertèbres C1 à C4, il descend latéralement pour se terminer sur la face postérieure du bord médial de la scapula au niveau de l'angle supérieur et dans une petite surface d'os située juste au niveau de la base de l'épine. Et l'élévateur de la scapula est innervé par les nerfs grand dorsal de la scapula et directement innervé par les vaisseaux spinaux C3, C4. OK? Et le rôle de l'élévateur de la scapula, il élève la scapula. OK? Et je vois ici l'élévateur de la scapula. Après ça, nous avons les petits et grands rhomboïdes. OK? Petits rhomboïdes et grands rhomboïdes. Ils sont attachés médialement à la colonne vertébrale et descendent latéralement pour s'insérer sur les bords, sur le bord latéral de la scapula, plus bas que l'élévateur de la scapula. Le petit rhomboïde prend origine sur sa partie inférieure, sur la partie inférieure du ligament nucal et sur les processus épineux des vertèbres C7 à T1. Alors, c'est bien T1, c'est pas T. Et ici se termine latéralement sur la petite surface sur la petite face triangulaire à la base de l'épine de la scapula sur son bord postérieur. Alors, c'est quoi face? Ici, nous avons l'épine, nous avons une petite surface triangulaire là. OK? Ensuite, nous avons le grand ovoïde s'insère sur les processus épineux des vertèbres T2 à T5 et sur les ligaments supraépineux. Il descend latéralement pour terminer le long de la face postérieure du bord médial de la scapula jusqu'à l'angle inférieur sous l'insertion du petit rhomboïde. Les muscles rhomboïdes sont innervés par le nerf scapulaire dorsal, qui est un rameau du plexus brachial. Le grand et le petit rhomboïde médialisent et élèvent la scapula. Donc, médialiser, c'est lorsque vous essayez de coller vos épaules en arrière. Okay? Ce qu'on appelle médialiser, parce que ça va vers le plan médian. OK? Donc ici, nous avons le tableau qui parle de tout ça. Et à la prochaine vidéo, on va voir la région scapulaire postérieure. Donc, merci à tous. Et je redis encore, pour bien comprendre tout ce qu'on a dit sur les mouvements de l'épaule, allez au niveau de l'anatomie 3D. D'accord. Bye bye et à la prochaine vidéo.